Avec cette seconde vidéo, je vous propose d'explorer le lien entre l'arpentage, les territoires et les formes de la propriété dans le monde romain. Nous le ferons depuis l'Académie d'agriculture, mais aussi en allant sur le terrain dans le finage jurassien. Qu'allons-nous faire ? Nous allons chercher à qualifier le droit territorial et à expliquer pourquoi les conditions ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Trois notions seront au centre du propos: les conditions agraires, les qualités des terres et les controverses agraires. Chacune de ces notions va être définie avec précision et ce sont même les divisions majeures de mon code de droit agraire romain. La question de fond sera la suivante. Pourquoi concevoir de telles différences entre les territoires et qu'est-ce qui justifie cette pluralité des territoires ? Nos guides en la matière seront les arpenteurs romains, ceux qu'on nomme les agrimensores ou bien les grammatici. Agrimensor, c'est celui qui mesure les terres. Grammaticus, c'est celui qui utilise la gramma, cette croix de visée pour développer des lignes droites et tracer des perpendiculaires. Mais ces agrimensores ne sont pas que des techniciens de la division du sol et de sa mesure, ce sont aussi des auxiliaires, des magistrats pour dire le droit des territoires. Et pour en parler, j'ai sollicité l'historien François Favory que nous connaissons déjà. François, je voudrais qu'on aborde l'aspect technique de l'arpentage et le lien de l'arpentage avec l'aspect juridique. Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire qui sont les arpenteurs, comment on les connaît, qu'est-ce que sont leurs commentaires ? Les arpenteurs romains, on les connaît parce que les textes que certains ont signés, si j'ose dire, parce qu'il y a des textes qui restent anonymes, leurs textes ont été réunis dans un corpus, et en latin évidemment, et on peut comme ça connaître leur discours, qui peut être un discours prescriptif ou un discours descriptif, enfin, etc. On les appelait mensores, ou plutôt agrimensores, c'est-à-dire mesureurs de terre, de champs, mais aussi de territoire. Et parmi ces arpenteurs, comme on les appelle, on a à la fois des aristocrates, dont un est très connu, c'est Frontin. Frontin, c'est quelqu'un qui est parvenu au sommet de l'État. Il était consul, est chargé de mission par Vespasien. Donc c'est un très haut personnage de l'État. Et on en a d'autres qui sont plutôt obscurs, parce qu'on ne connaît rien d'autre d'eux que ce qu'ils ont écrit. Et là, on perçoit une différence, enfin une distinction entre des gens qui ont un discours technique sur la façon d'implanter une centuriation, etc. Je ne détaille pas plus. Et d'autres qui sont des experts juridiques. C'est-à-dire, on sent que ce sont des gens qui sont appelés à intervenir, par exemple, dans des procès, et qui vont étudier la cause et apporter leur témoignage en fonction de la jurisprudence de fait qui existe. Tu peux nous donner un nom ou deux de différence entre des techniciens de géomètres et puis, au contraire, des juristes? Il y a un technicien pur, c'est Marcus Junius Nipsius. C'est celui qui est le plus détaillé, le plus précis, etc. Et chez les juristes ? Chez les juristes, on a quelqu'un qui s'appelle Agenius Urbicus, qui reprend et commente quelqu'un qu'on appelle le pseudo-Agenius. Parce qu'on ne connaît pas son nom. Oui, voilà, exactement, on ne sait pas son nom. Voilà quelqu'un aussi comme Siculus Flaccus, c'est quelqu'un qui intervient aussi sur les controverses. Alors tu sais que moi je fais nettement la différence entre des personnages non datés comme Siculus Flaccus
qu'on croit être tardif, et puis au contraire un pseudo-Agénius ou des gens comme Hygin, des gens comme Frontin, peut-être même Marcus Junius Lipsius, qui eux sont de l'époque de Vespasien et qui forment un bloc qui démontre qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans la mise en œuvre de l'arpentage, c'est-à-dire toutes les vérifications que ces arpenteurs ont été obligés de faire, les ont amenés à écrire des commentaires, ne serait-ce que pour former tous les arpenteurs qu'on a envoyés un peu partout dans l'Empire romain. Oui, c'est important de le souligner, parce que les textes qu'on retrouve dans le fameux corpus que j'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des textes qui vont de la fin de la République romaine jusqu'à la constitution du corpus. C'est ça. Mais il y a au cœur du corpus, il y a effectivement un ensemble d'auteurs qui datent de l'époque flavienne et du début de l'époque antonine, c'est-à-dire pour l'essentiel de l'époque de Trajan. Effectivement, là il y a une cohérence. Et entre Vespasien et Trajan, on est dans un contexte fortement militaire. C'est notamment les campagnes de Vespasien d'une part et les campagnes daciques de Trajan qui vont permettre, y compris des améliorations en termes d'arpentage. Une autre question, on n'a pas que des commentaires écrits, on a aussi des vestiges de plans cadastraux. Certes, on n'en a pas beaucoup, mais on en a un qui est vraiment fameux à Orange. Alors, est-ce que d'abord tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une forma et comment on passe de l'arpentage sur le terrain à une forma, c'est-à-dire à un plan cadastral? La forma, c'est l'archive, à la fois cartographique, mais aussi un commentaire d'une action sur le terrain. Alors ça peut être à différentes échelles. On peut avoir des formats, d'abord les formats que l'on connaît, elles sont à l'échelle d'une centuriation. Et on appelle en général cette centuriation pertica. Pertica qui vient du mot pertica, qui est la perche d'arpentage, qui fait 10 pieds de long. Et donc l'outil a donné son nom à la réalisation, par exemple une centuriation. Bien, alors ce qui est important, c'est que les Romains sont capables de dessiner des cartes fort précises. On peut avoir des vignettes qui sont très poétiques, qui sont pas très... paysagers en quelque sorte. Oui. Et puis d'autres au contraire qui sont de purs dessins géométriques, c'est ça? Entre autres le plan de Rome de l'époque de Septime Sévère, c'est un plan qu'on peut projeter sur une carte actuelle. Elle est très riche de précision. Et donc la forma décrit une centuriation et tout ce qui se passe à l'intérieur de la centuriation, comme le montre le cadastre, les documents cadastraux d'Orange. Et ça, c'est très précieux, c'est parce qu'on y lit le statut des terres qui sont par exemple à l'intérieur d'une même centurie, avec les différentes catégories. Alors justement, sol. Je voudrais que tu me parles du cadastre B d'Orange, qui est le cadastre qui donne le plus d'indications, et notamment de cette fameuse plaque 3J, c'est le nom de code qu'on lui a donné dans l'assemblage qu'a réalisé André Pigagnol, parce que dans cette plaque, on a à peu près toutes les catégories de terre. Qu'est-ce qu'on va trouver comme catégorie juridique? Alors, avant de passer à ta question, il faut préciser que la forma, elle a une copie à l'échelle de la cité, par exemple les formae d'Orange, puisqu'elles sont trois. Il y en a trois, oui. L'échelle de la province, et au-dessus, l'échelle du pouvoir impérial, c'est-à-dire à Rome. Donc il y a une copie à Rome de la forma qu'on réalise sur le terrain. Et s'il y a contestation de ce qui est porté sur la forma, c'est l'exemplaire de Rome qui fait autorité. Bien sûr, d'accord. Alors la plaque 3J. La plaque 3J, elle est très importante parce qu'on y lit un luxe de détails. Déjà, chaque centurie
est localisée, géolocalisée dans le cadastre par rapport aux deux axes fondamentaux d'où est parti le déploiement du quadrillage. Le cardo et le décumanus. Donc on sait exactement où on est parce que sur le terrain, à une extrémité de la centurie, on aura une borne qui nous rappellera quelles sont les coordonnées géographiques de la centurie. Ensuite, par rapport aux deux axes fondamentaux. Ensuite, par exemple à Orange, on a des centuries qui sont très simples. Il est marqué ex tributario solo, tant de jugères. Jugère, c'est une mesure de superficie. Tant de jugères, ex tributario solo, c'est-à-dire en dehors du sol tributaire, ce qui est une définition un peu contournée. Ça veut dire oui, que on définit par la négative, en quelque sorte. Voilà, on définit par la négative, ça veut dire que ces terres-là ne payent pas l'impôt que payent les indigènes. Le tribut. Autrement dit, ce sont les terres qui ont été données à des citoyens romains. Et dans le cadastre baie d'Orange, on les connaît, à l'origine, ce sont des colons militaires, des vétérans de la 2e Légion Gallica, installés en 35 avant Jésus-Christ par celui qui s'appelait encore Octavien, et qui va devenir l'empereur Auguste. D'accord. Ensuite, on a la mention des terres, éventuellement, des terres rendues aux Tricastins, c'est-à-dire des terres qui appartenaient aux indigènes. Et on leur redonne... Parce qu'on n'en a pas eu besoin. Exactement. Et là, on ne dit pas qu'ils payent le tribut, mais nous, on sait que ces terres-là payent le tribut, puisqu'il s'agit des indigènes. Il y a en plus une petite mention qui ajoute du détail. On nous dit si elles sont rendues cultivables ou incultes. Ou incultes, oui, oui. Et la troisième catégorie intéressante, ce sont les terres publiques laissées à la colonie d'Orange, qui est une colonie romaine, qui ont fait l'usage qu'elle veut. Et l'usage qu'elle veut, dans ce qu'on connaît d'après le cadastre baie d'Orange, c'est une location à des adjudicataires, c'est-à-dire des gens qui se portent candidats pour prendre un certain nombre de terres publiques, oui. terres publiques. De la colonie, oui. Et ces gens-là vont sous-louer ces terres à des paysans qui vont les mettre en valeur. Alors, ce qui est important, c'est que ces terres sont louées à un certain tarif. Ce tarif est variable, depuis des tarifs assez bas jusqu'à des tarifs plus élevés. Et on a pu démontrer que ces tarifs varient en fonction de la valeur agrologique des sols. On constate que les terres publiques de la colonie romaine d'Orange, que cette colonie loue à des preneurs pour qu'ils les placent, qu'ils les mettent en valeur, qu'ils les exploitent, on constate que les tarifs de location de ces terres ne sont pas les mêmes et qu'ils varient dans une certaine proportion. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison de cette variation ? Les gens qui ont travaillé sur cette question se sont doutés qu'il y avait un problème avec les sols. Donc on a la carte pédologique de la région. La plupart des sols étaient déjà en place, ceux qu'on connaît étaient déjà en place dans l'Antiquité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'érosion, mais les sols fertialitiques, ils étaient déjà là, les sols bruns calcaires, etc. Et donc ces sols n'avaient pas la même valeur agrologique. C'est-à-dire, il y en a qui étaient fertiles, d'autres non. Il y a des terres très difficiles parce qu'il faut les arracher au Rhône, qui avait un cours divagant, etc. Et puis surtout des crues très importantes, très brutales. Il y a des sols hydromorphes, c'est-à-dire qui évacuent très très mal à cause de la structure même par exemple, la plaine du Tricastin, oui. Oui, du Tricastin, entre Nauzaire
Et la palue. Pierre latte et la palue, voilà. Donzère à Mondragon. Donc la structure de la plaine fait que l'eau est bloquée, ne peut plus couler naturellement. Donc c'est des sols difficiles à mettre en œuvre. Au contraire, d'autres sont très fertiles. Donc les tarifs évoluent selon la valeur des sols. Mais il y a une autre dimension qui est donnée par la colonie elle-même et par l'État romain. Il faut conquérir des sols difficiles. Alors on pratique des taux attractifs, c'est-à-dire on invite les gens à aller louer des terrains qui sont difficiles à mettre en œuvre, mais à des tarifs attractifs. C'est pour ça que la politique de l'époque des Flaviens, la politique de requalification des successives et de création d'un droit des successives est importante, puisque les successives, ce sont ces terres qu'il fallait essayer de conquérir, qu'il fallait essayer d'amener à la culture. Tout à fait, tout à fait. Il reste une catégorie importante également, ce sont les successives, d'autant plus que la question des successives a été extraordinairement agitée pendant la période flavienne. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont ces successives ? Les successives, ce sont les rebuts de la centuriation. C'est ce qu'on ne peut pas distribuer simplement, parce qu'elles sont en marge de la pertica. Ce sont des centuries qui ne sont pas complètes, mais ça peut être aussi pour des raisons liées à la valeur des sols, à l'occupation naturelle des sols. À la présence de marécages, de forêts, voilà, de ruptures de pente, etc. Exactement. Donc ces successives font l'objet d'un droit spécifique et on peut les occuper contre le versement d'un vertigal, c'est-à-dire d'une taxe qui est une taxe recognitive, c'est-à-dire que l'État est le propriétaire éminent de ces terres, ou la colonie, et donc les particuliers doivent s'acquitter de cette taxe pour pouvoir l'occuper et en faire ce qu'ils en veulent. Et à l'époque de Vespasien, Vespasien voulait récupérer tout ce qu'il pouvait comme droit, comme vertigal sur ces terres successives, et ça a provoqué un conflit assez fort, notamment en Italie, mais aussi dans les provinces, entre les possesseurs qui avaient occupé ces successives et l'État romain. Je voudrais qu'on termine... Qui a cédé. Qui a fini par céder. Domitien a donné la pleine propriété des successives à ceux qui les occupaient. Exactement. Je voudrais qu'on termine cet aspect de l'arpentage, puisqu'on est ici dans le finage jurassien, pour évoquer quelque chose qui nous tient à cœur tous les deux, puisqu'on y a beaucoup travaillé. C'est le fait que, par exemple, moi, dans le finage, il y a une quarantaine d'années, quand j'émettais mes premières hypothèses, je pensais que toute la géométrie que je trouvais correspondait à des centuriations. C'était logique, on était en pleine étude de ces morphologies, donc c'était logique d'y penser. Or aujourd'hui, on est un peu revenu de cette idée parce que on a découvert des géométries beaucoup plus subtiles que ce qu'on pouvait imaginer, et on pense à des systèmes coaxiaux. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'ampleur de cette révision, de cette relecture des centuriations? Disons que les centuriations qui ont été reconnues obéissaient à un certain nombre de normes qui sont exigées pour dire on a affaire à une centuriation. La rectitude des axes, la périodicité entre les axes, c'est-à-dire la longueur entre deux axes, périodicité qui doit évidemment se répéter. Et puis, il y a une autre dimension qu'on a mise en valeur, qu'on a exploitée récemment, très récemment, c'est la densité des axes appartenant
au quadrillage initial. Donc, et ça, on a pu le faire grâce au système d'information géographique qui ont donné les possibilités mathématiques, géométriques, de faire ce bilan. Et donc, il est apparu que dans le finage, on n'arrive pas finalement à bien caractériser des quadrillages, Tout à fait. premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas encore fait le test, mais si on le fait, on aura cette conclusion, c'est que la densité des axes, qui sont déjà peu nombreux, est insuffisante pour caractériser une centuriation. Mais en même temps, la situation est compliquée, elle est paradoxale. Parce qu'il y a plein de géométrie. Parce que le développement de l'archéologie préventive, qui est aussi relativement récente, nous montre que les orientations qui ont été observées et qu'on attribuait à des centuriations antiques se retrouvent dans le sol, et les fouilles font apparaître des fossés, des murs, des voies qui obéissent aux orientations qui avaient été proposées pour les centuriations. Donc, il y a insuffisance de la matérialité des centuriations, puisqu'on en a repéré au moins 3, mais il y a dans le sol la preuve archéologique qu'il y a eu des orientations qui ont fonctionné pour les alignements de voies, de fossés, de murs, etc. Donc pour conclure, on peut dire que ce n'est pas la géométrie des arpentages romains qui est remise en cause, mais c'est le fait qu'on les organise selon le modèle de la centuriation. C'est apparemment un autre modèle qui a été utilisé. Alors, tu as posé la question de ce qui se passe à l'est du finage, Oui. de part et d'autre de la grande voie romaine, entre Strasbourg et Lyon, mais surtout du côté du Doubs. Et là, on a un système de parcellaire organisé avec des blocs parcellaires orientés, disons, en oblique par rapport au cours du Doubs. Oui, et à la voie. Et à la voie romaine. Mais c'est quand même, par rapport au finage, c'est un phénomène qui est limité quand même. Et donc là, on a des éléments de parcellaires. Bon, rien ne dit que ce sont des parcellaires antiques. Ce serait plutôt des parcellaires plus tardifs, disons, et qui montrent qu'il y a une organisation parcellaire assez structurée, disons, à l'échelle de la vallée du Doubs. François, je te remercie. Il nous reste à voir les controverses agraires. Une difficulté constante surgissait lorsqu'un juge de droit civil devait juger une affaire qui survenait dans un territoire qui avait fait l'objet d'une division et d'une mesure fixée sur le plan cadastral. D'après les témoignages des arpenteurs, cette difficulté était devenue telle qu'il avait fallu préciser les choses. C'est la raison fondamentale de l'apparition d'un album de 15 causes de controverse dont nous parlent 3 arpenteurs, Frontin, Pseudo-Agénius et Hygin. Pseudo-Agénius, un anonyme de l'époque de Domitien qu'on nomme ainsi parce qu'il a été recopié par un certain Agénius Urbicus, explique qu'il faut tenir compte de la condition de la possession, la condition possidendi. Voilà donc un arpenteur qui nous explique que la façon dont on possède ne sera pas la même et qu'il faut en tenir compte. Beau témoignage, au passage, sur la pluralité juridique du monde romain. On compte une quinzaine de controverses. Pendant 2 à 3 siècles, cette liste n'a pas varié. Puis, dans l'Antiquité tardive et dans le Haut Moyen-Âge, cette liste évolue et connaît des variantes. Quelles sont les raisons de cette innovation juridique ? Hygin, un arpenteur, un agrimensor de la fin du 1er siècle et du début du second, est sans doute celui des 3 qui donne la meilleure explication du processus d'individualisation des controverses agraires.
Afin, dit-il, d'éviter les erreurs de qualification juridique, il fallait procéder à une enquête préalable pour savoir à qui on allait confier l'affaire. Il fallait savoir si le litige entre deux possesseurs ou entre deux cités devait être jugé par un juge ordinaire, c'est-à-dire un juge de droit civil, ou bien un arpenteur faisant fonction de juge agraire. Parce que s'il fallait se référer à un ancien plan, ou bien s'il fallait retrouver sur le terrain des mesures ou des divisions, eh bien l'affaire était du ressort de l'arpenteur. L'agrimensor devait consulter les archives de la cité et quelquefois, la surprise était au bout de l'expertise. Par exemple, si la loi agraire n'avait pas mis en réserve la surface des chemins, cette surface avait été prise sur les lots voisins. Vous imaginez les contestations quelque temps plus tard. Autre exemple, si le limageur d'un fleuve n'avait pas été réservé, on connaissait des problèmes. En effet, si on avait commencé à mesurer le territoire depuis ses marges, au lieu de commencer à le mesurer depuis les bords du fleuve, on découvrait des situations difficiles, voire impossibles. Et comme les fleuves ne cessent de bouger, on imagine les tensions qui pouvaient exister entre les possesseurs quelques décennies ou quelques siècles plus tard. Et c'est ce qui s'était produit à Mérida, en Espagne méridionale. L'exemple de la controverse sur la proprietas, la propriété, permet de comprendre la nature des controverses. Ce n'est pas du tout une controverse sur la limite entre deux propriétés, ni sur la revendication de propriété d'un dominus. Non, non, tout ça, ça serait du droit ordinaire et ça ne ferait pas l'objet des controverses agraires des agrimensores. Non, cette controverse, c'est une controverse territoriale. Parce que quand on a assigné des lots à des colons, on leur a donné en plus des compasqua proximorum fundorum, c'est-à-dire des copâturages proches des domaines, et on doit regarder la loi agraire ou le plan cadastral pour savoir à quel domaine ces copâturages appartiennent. De même, quand on a pris de la terre sur un territoire étranger pour compléter une assignation, ce qu'on appelle un ager sumptus ex vicino territorio, ça veut dire un territoire pris sur un territoire voisin ou étranger, eh bien, c'est du droit agraire parce qu'il faut regarder sur le plan cadastral à quel territoire on a pris ces terres pour compléter l'assignation. Tout cela, ce sont des éléments qui enregistrent la décision du fondateur et qui sont donc du ressort du juge agraire, c'est-à-dire de l'agrimensor. Donc, pour comprendre tout cela, il faut déplacer les curseurs du petit boîtier que je vous ai présenté dans la première vidéo dans le sens de la propriété territoriale. Il faut alors l'exprimer par des cartes archéogéographiques, car le droit change selon les lieux.